Après plus de 10 ans de visionnage de séries Netflix, il est temps de parler des meilleures séries de la plateforme. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ma liste des meilleures séries Netflix. Alors quelques précisions tout de même, je n'ai pas vu toutes les séries Netflix car c'est juste pas possible. Avec le temps, j'en ai même regardé de moins en moins parce qu'il y a d'autres concurrents, d'autres plateformes qui ont vraiment explosé depuis. Mais tout de même, j'en ai vu beaucoup et j'ai même demandé votre avis sur les réseaux sociaux. Il y aura une catégorie avec vos mentions à vous. Et attention parce que je parle uniquement des séries originales, dont la chaîne d'origine est Netflix. Qu'est-ce que ça veut dire? Des séries comme Peaky Blinders ou Breaking Bad qui sont devenues vraiment populaires sur Netflix ne sont pas des séries Netflix, donc elles ne seront pas dans cette liste. J'ai décidé de faire plusieurs catégories. Il y aura ma série préférée à la fin. Et ce n'est pas une critique que je fais là, c'est juste un avis rapide pour vous expliquer ce qu'est la série et pourquoi il faudrait la regarder. Pour beaucoup de ces séries, j'ai déjà fait des critiques sur la chaîne. Et si ce concept vous intéresse, je pourrais aussi le refaire pour les meilleurs films parce qu'il y a pas mal de films intéressants sur la plateforme. Avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service très utile. En France, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde. Si vous changez de pays, vous doublez le catalogue, vraiment. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou des pays francophones comme la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VSTFR, la VF ou n'importe quel pays d'ailleurs, vous pouvez même taper le nom d'un film dans Google et où regarder après. Il y a des sites qui vous disent dans quel pays ce film est disponible. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le nouveau SOS Fantôme, vous avez Scavenger's Reign qui est trop sous-coté et incroyable et l'exceptionnel Godzilla Minus One. Sur Disney+, vous avez des petits chefs-d'œuvre comme Sans jamais nous connaître. Sur Max, vous avez pas mal de films comme Godzilla X Kong, le tout récent, l'incroyablement sous-coté Iron Claw, Love Lies Bleeding et évidemment Dune 2 déjà dispo en 4K. Et n'oubliez pas que Max est disponible dans votre offre Canal. YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ça change la vie, pas de pub, ça c'est trop bien. Vous pouvez écouter vos vidéos en mode podcast et même télécharger des vidéos et vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, que ce soit la Roumanie et la Bulgarie, vous vous connectez là-bas, vous payez votre abonnement et c'est plié. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres pays hors de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué. Vous serez en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même tout simplement de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description d'un compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la catégorie thriller avec l'une des plus grandes séries Netflix de tous les temps qui n'a jamais eu le droit à une 3e saison. Vous savez très bien que je parle de Mindhunter. Malheureusement, c'est pas surprenant que cette série n'ait jamais eu de 3e saison car elle coûtait beaucoup trop cher et elle n'a pas aussi bien marché. Ce qui est quand même assez paradoxal parce que la série entre-temps est devenue culte. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Mindhunter, c'est l'histoire de deux agents qui vont enquêter sur des serial killers afin d'en arrêter d'autres. L'un des créateurs de la série est David Fincher et c'est clairement la vibe David Fincher. Que vous aimiez des films comme Zodiac ou Seven, vous allez clairement être satisfait ici. C'est extrêmement bien joué, il y a une super mise en scène pour le coup, pour une série télé, disons-le. Il y a une ambiance froide, glaçante, c'est Fincher en série télé et c'est juste génial. Je pense que c'est l'une des séries les plus populaires de la plateforme aujourd'hui et c'est ça le paradoxe encore une fois, mais si vous ne l'avez pas vu, vous devez. Oui, c'est un petit peu glauque, oui, c'est un petit peu violent, mais c'est prenant, c'est stressant et c'était parmi les 2 meilleures saisons de télévision que vous allez voir dans votre vie. Ensuite, vous allez faire comme tous les journalistes et faire chier David Fincher à chaque fois qu'il fait une interview pour lui demander une saison 3. Et vous aurez bien raison. Je garde toujours l'espoir qu'un jour on verra une 3e saison. Malheureusement pour l'instant on doit profiter de ces 2 saisons chefs-d'œuvre, à côté desquelles de nombreux thrillers, que ce soit films ou séries, vont sembler assez inefficaces. Encore une fois, si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas d'excuses. Foncez. Et une autre série thriller que je trouve incroyablement sous-cotée, mais je pense qu'on peut la mettre dans la catégorie thriller, c'est une qui est sortie cette année. Je sais pas si je ferai partie des seuls à la trouver culte, mais Ripley est hors du commun. C'est de loin l'une des meilleures séries de cette année, si ce n'est pas la meilleure. Alors oui, on connaît tous l'histoire. Un petit résumé tout de même, c'est un Américain qui va vivre en Italie car il a une mission donnée par une grande famille riche, ramener le fils qui vit la Dolce Vita en Italie aux États-Unis. Mais cette personne-là va commencer de plus en plus à lui aussi aimer la vie italienne et va décider de rester en prenant la vie de l'homme qu'il devait ramener au pays. C'est évidemment les mêmes adaptations que Plein Soleil et le talentueux Monsieur Ripley, mais ça vaut quand même le détour. De une, pour l'esthétique. C'est surtout ça qui carry la série, disons-le, c'est l'esthétique noir et blanc absolument incroyable. C'est le même réalisateur pour tous les épisodes, c'est le même chef-op pour tous les épisodes, c'est un énorme
énorme long film. Il y a une mise en scène de malade. C'est parmi les plus belles séquences que vous allez voir de l'Italie de ces dernières années. C'est incroyablement bien filmé. C'est hyper prenant, c'est mature, c'est angoissant, c'est stressant, c'est très bien joué. Là, pour le coup, et je le dis vraiment, Andrew Scott, l'une de ses meilleures performances. Le fait que cette série soit passée aussi inaperçue cette année est clairement un crime. Non mais vraiment, je déconne pas. Je pense vraiment qu'on va s'en rappeler comme l'une des meilleures. C'est une gigantesque claque. Alors oui, c'était pas pour tout le monde parce que l'esthétique est un peu léchée et c'est une série un peu lente. Mais honnêtement, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien écrit. Je pense vraiment que dans quelques années, elle deviendra culte. Dans la catégorie western, eh bien j'en ai une qui est aussi d'après moi assez sous-cotée. C'est la série Godless. Et oui, malheureusement, pas beaucoup de personnes en ont parlé. C'est une mini-série comme Replay, hein. Donc il n'y a qu'une seule saison. Godless, ça raconte l'histoire du Far West, évidemment. Je vous invente rien de ce point de vue-là, mais ça va surtout raconter cette histoire de plein de points de vue, dont un point de vue féminin, un point de vue Première Nation, un point de vue de la loi, un point de vue d'un brigand. Et c'est une série violente qui prend son temps de s'installer sur les 8 épisodes de mémoire. Il y a le budget, clairement, il y a de belles reconstitutions, c'est vraiment bien joué, un beau casting, mine de rien. Le plus connu reste Jeff Daniels, mais tout de même, honnêtement, pour l'ambiance, la musique, le travail de mise en scène qui est vraiment impressionnant à certains moments, c'est aussi un long film. Il y a une cohérence scénaristique vraiment bien foutue, c'est une ambiance prenante. Pour les fans de western, c'est l'une des meilleures séries de western. Alors c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, je dois l'admettre, mais en tout cas sur Netflix, c'est l'une des meilleures séries tout court. Ça accomplit beaucoup de choses, mais malheureusement, comme beaucoup de séries de qualité chez Netflix, elle a floppé. Il n'y avait jamais l'intention d'avoir une deuxième saison, c'est vrai, mais Netflix ne s'est jamais retenté à l'expérience et n'a plus jamais refait des séries comme ça. Ce qui est un petit peu dommage, mais la série vaut clairement le coup. Encore une fois, c'est lent comme rythme, mais plongez-vous dans l'ambiance, plongez-vous dans la psychologie des personnages, vous allez adorer. Si vous aimez les westerns, évidemment. En termes d'animation, il y en a beaucoup. Il y en a une que vous voyez juste là, si je dis pas de bêtises, si je me suis pas trompé, c'est BoJack Horseman, évidemment, qui est l'une des séries d'animation les plus étranges la première fois que vous la regardez. C'est l'histoire d'un monde où les humains et les animaux vivent ensemble paisiblement. Ce sont des animaux anthropomorphes et dès que vous commencez la première saison, vous vous dites « Ah bah c'est un peu mignon, drôle, il y a quelques blagues et tout qui sont sympas sur le fait que c'est des animaux. » Et c'est drôle, les blagues sont vraiment drôles pour le coup sur les animaux. Mais je pense que la majorité des gens accrochent à BoJack Horseman lors du dernier épisode de la première saison parce que c'est là que vous comprenez de quoi parle la série. C'est une série, je trouve, assez profonde qui parle de la recherche de soi via plusieurs thématiques. La dépression, le bonheur, la tristesse, la drogue, l'addiction. Il y a tellement de thématiques, j'ai pas envie de tout spoiler, mais chaque personnage va représenter quelque chose de très différent, que ce soit de la working girl à la célébrité d'Hollywood qui n'a plus jamais rien fait d'intéressant en 20 ans. C'est peut-être des choses très hollywoodiennes qui nous semblent un peu éloignées, mais au final, ils vont chercher le cœur émotionnel auquel tout le monde peut s'identifier. Et il y a beaucoup de leçons de vie de une, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de tentatives aussi qui réussissent, d'après moi, de certains épisodes. On pense tous à l'épisode du monologue, le fameux Free Churros hein, qui est culte, mais il y en a plein qui vont vous marquer. C'est pas pour rien que la série est devenue culte. Elle a eu malheureusement moins de succès que prévu, mais c'est l'une des plus grandes séries tout court, d'après moi, de l'histoire des séries. Vraiment. Il y a une vraie fin, il y a 6 saisons, ça vaut le détour. Vous allez peut-être chialer, vous allez peut-être être ému, vous allez peut-être mal vivre la série à certains moments, mais croyez-moi, elle vaut le détour. Que ce soit en termes de mise en scène, de narration, de personnages, tout y est. Et si on continue sur l'animation, il y a l'une de mes séries préférées all time, c'est une mini-série cette fois-ci d'animation, et c'est un animé, ce qui est rare parce que je regarde pas beaucoup d'animés, mais Cyberpunk Edge Runners. Que vous ayez fait le jeu vidéo ou pas, on s'en fiche, c'est une claque. De une pour l'animation incroyable, mais encore une fois, c'est une histoire de personnages. Vous allez être plongé dans une ambiance folle, avec des personnages hyper attachants, peu manichéens, et vous allez aussi chialer. Vraiment, vous allez chialer, croyez-moi. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on a pris cet univers-là, il y a une collaboration avec le jeu vidéo, le studio et tout, bien sûr, mais ils se sont focalisés sur des histoires très humaines, très émouvantes, avec beaucoup d'action aussi, c'est vrai, avec une belle utilisation de la musique et des animations qui vont mettre une petite claque à tout le monde. C'est 10 épisodes de 20 minutes, ça se regarde extrêmement bien, et vous allez être mal à la fin, croyez-moi. C'est une énorme aventure, bien écrite, vous allez vraiment vous attacher à tout le monde, et je n'aurais jamais dû douter de cette adaptation de jeu vidéo qui devient d'après moi l'une des meilleures de tous les temps. Si vous l'avez pas vu, foncez. Et si on parle Netflix, animation, adaptation de jeu vidéo, bah Arcane, hein, forcément. Arcane, c'est une série certes à surveiller parce que la saison 2, qui sera la dernière, sort cette année, mais disons-le déjà, avec la première saison, à moins vraiment qu'ils se ratent sur la deuxième, ce que je ne crois pas du tout, je pense vraiment qu'ils vont réussir, c'est déjà l'une des plus grandes séries Netflix. Alors l'animation, c'est la plus grande animation d'après moi de l'histoire des séries télé d'animation. C'est pas pour rien que ça prend 3 ans à faire pour 8 épisodes ou quelque chose comme ça. C'est une claque. De ce point de vue-là,
là, rien à dire, c'est du jamais vu. Ils ont mis la barre tellement haut, c'est presque honteux pour les autres séries. Personne ne peut faire la compétition vu le budget qu'il y a derrière. C'est l'une des plus chères séries de tous les temps, tout court. C'est absolument grandiose de ce point de vue-là, mais même derrière cette animation, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de personnages qu'on aime, un univers vraiment bien bâti, une épopée d'un personnage qui n'est toujours pas fini et ça donne juste envie de voir la suite. Mais déjà aujourd'hui, c'est l'une des meilleures séries Netflix et l'une des meilleures séries tout court d'après moi. Et je pense que la saison 2 ne va que solidifier cet avis. Et évidemment, comment ne pas citer aussi Love, Death and Robots, une série d'anthologie avec des épisodes qui vont, je crois, de 3 à 22 minutes, quelque chose comme ça. C'est des mini-épisodes de concepts différents, de studios d'animation différents. C'est génial. C'est de la science-fiction, de la fantasy en général. Mais ce qui est fun, c'est de voir les différents concepts. C'est-à-dire les petites histoires qui sont racontées. Ça peut être très Lovecraftien ou juste très sympathique, mignon, avec un twist toujours. Mais c'est pour l'animation, c'est pour l'esthétique, c'est pour le studio qui l'a réalisé. C'est tellement différent et pas toutes les histoires sont excellentes encore une fois. Mais je suis désolé, j'attends chaque nouvelle saison avec tellement d'impatience parce que je sais que dans ces épisodes-là, même s'il y aura des choses un peu moins bien, il y aura toujours des chefs-d'œuvre, il y aura toujours des pépites. Donc encore aujourd'hui, pour la différence d'animation, pour la qualité de celle-ci et pour les surprises à chaque épisode, t'as l'impression de vraiment avoir un calendrier de l'avant avec à chaque fois une nouvelle petite dinguerie. Ça vaut encore le coup aujourd'hui. N'écoutez pas encore les gens qui vous disent que ça baissait en qualité. C'est pas vrai. Oui, la saison 2 est un peu moins bien, mais ça se regarde tellement bien parce que c'est tellement court. Trop bien. En série d'horreur, vous savez très bien ce que je vais dire. Je vais parler de l'une des plus grandes séries Netflix, c'est The Haunting of Hill House. Je pense qu'on a tous pris une claque avec cette série. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une famille qui va vivre dans un manoir et essayer de se ressourcer après un certain décès. Entre flashbacks et moments traumatisants qui reviennent un peu au goût du jour. C'est une série flippante pour le coup et on peut critiquer le fait que les séries du créateur Mike Flanagan n'aient jamais été aussi flippantes que celle-ci. L'ambiance est géniale, mais encore une fois, ce qui porte la série, c'est l'émotion et l'attachement au personnage. Je sais, c'est un peu la thématique, mais il y a tellement d'idées de mise en scène. On peut parler du fameux plan séquence de l'épisode 6, par exemple, vous savez très bien de quoi je parle, ou la fin de l'épisode 5, qui a mis une claque émotionnelle à tout le monde. Bref, il y en a beaucoup. Il y a l'horreur, une ambiance flippante, pas mal du casting à percer par la suite. C'est bien joué, c'est prenant, c'est flippant, c'est angoissant, j'adore, c'est excellent, c'est l'une des meilleures séries Netflix. Je pense que c'est dans le top 3 de beaucoup de personnes et à juste titre, c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps aussi parce que c'est juste hors du commun d'après moi. Il y a aussi The Haunting of Bly Manor qui est très bien, mais un peu moins bien tout de même, disons-le, c'est différent, et ça je respecte, ce qui est vraiment cool tout de même, mais c'est plus lent, c'est moins horrifique, c'est plus philosophique, et si on parle de philosophique, je considère que c'est l'une des meilleures séries Netflix tout de même, c'est le même créateur, ce sont Les Serments de minuit, donc Midnight Mass, qui raconte l'histoire d'un homme qui va commencer une relation assez particulière avec les habitants d'une île. Sur cette île, il y a un prêtre qui va prêcher par rapport à quelque chose de très précis. Je vais pas vous en révéler plus, mais l'ambiance est géniale, il y a une esthétique qui est tellement bien. Il y a des images qui vont vous marquer à vie. Non pas parce que c'est violent, mais il y a un mélange de religion, de fantastique que je trouve parfait. C'est une claque. Alors oui, peut-être c'est un peu prétentieux à certains moments, comme un peu Bly Manor avec du monologue et tout à certains moments qui se traînent un petit peu en longueur, mais il y a des fins d'épisodes encore une fois à glacer le sang. Et en termes d'esthétique, vraiment, je le répète, vous allez vous en rappeler. C'est pas parfait, mais ça fait partie des meilleures séries Netflix. Et on pourrait aussi citer The Fall of the House of Usher, qui est sympathique, mais d'après moi, la plus oubliable des 4. En comédie, je vais aller assez vite, mais je pense toujours aujourd'hui que Master of None est toujours sous-coté. Vraiment. C'est l'histoire d'un homme qui cherche l'amour, tout simplement. Il y a 3 saisons, alors j'ai uniquement vu les 2 premières saisons, mais la 3e saison est différente. C'est un autre personnage et tout, c'est un peu une série d'anthologie, mais les 2 premières saisons sont tellement différentes avec le même arc narratif, le même personnage. C'est Aziz qui s'est occupé de la série, il écrit, je crois même qu'il réalise à certains moments, et il joue dedans, c'est génial. Premièrement parce que c'est drôle, ça parle beaucoup d'amour, parce que c'est une série de comédie romantique, disons, et c'est une série un peu existentielle, génial pour les gens qui viennent de finir BoJack et veulent un truc un peu plus sympa, et puis ils se rendent compte que c'est presque aussi horrible. Master of None, trop sous-coté, les 2 premières saisons sont magnifiques. Ensuite, si on parle de série de comédie, ça on aurait pu le mettre dans drame, mais Beef ou Acharné en français est aussi génial. Alors oui, encore une fois, c'est une mini-série qui aura le droit à plusieurs saisons, mais ce sera des saisons d'anthologie, ce sera différents personnages et tout. Mais pour cette fois-ci, c'est l'histoire de la vie de 2 personnes qui s'entremêlent d'une manière à la fois romantique, mais pas amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très particulier, j'ai pas envie de spoiler, mais la colère qu'ils vont avoir entre les deux, ils vont vouloir se venger mutuellement des choses que l'un fait contre l'autre, va créer une sorte de relation de rivalité slash de lien d'âme sœur très étrange, très existentiel. C'est hyper bien joué, c'est hyper bien filmé, c'est hyper bien rythmé, ça se regarde très très vite, c'est des épisodes assez courts, mais ça met une claque émotionnelle. Si vous n'avez pas vu Acharné, la première saison est sortie l'année dernière, c'est excellent. Et l'une des séries de comédie aussi sous-côté, c'est American Vandal. Alors là, c'est un documentaire, mais ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il y aura une enquête dans une école. Je crois que la première saison, si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'un pénis qui a été tagué sur la voiture de quelqu'un et ils essaient de retrouver qui a fait ce tag et c'est une enquête géniale, mais juste en termes de mise en scène parce qu'en fait, ils utilisent les moyens des ados. Ils vont faire une enquête
mettre sur Facebook, Snapchat, sur les réseaux sociaux de manière générale. Ils vont faire des interviews en mode téléphone et tout. En fait, c'est des jeunes qui se la jouent réalisateurs de documentaires et ils vivent un peu ce rêve tout en faisant une vraie enquête entre guillemets policière quoi. Donc c'est un mélange d'enquête, documentaire, comédie génial. La saison 1 est fabuleuse et je crois que la saison 2 qui est un peu moins mémorable mais quand même bien, c'est l'histoire de quelqu'un qui a mis du laxatif dans la bouffe de la cantine. Ça reste bien, puis un côté méta par rapport à Netflix qui a bien kiffé la première saison, qui ont financé la deuxième et tout. C'est très drôle, si vous n'avez pas vu American Vandal, ça vaut le coup. Et si on parle de documentaire, pour le coup, là pareil, je vais aller assez vite, mais Wild Wild Country, ça reste peut-être l'un des meilleurs documentaires que j'ai vu. C'est une série, alors en une seule saison, c'est une mini-série du coup en 7 épisodes, si ma mémoire est bonne. C'est l'histoire d'un gourou indien qui va fonder une ville aux États-Unis et c'est un délire. Cette ville aura un aéroport. Je vais pas vous en dire plus, ça reste une histoire de secte, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vu de manière très peu manichéenne, parce que oui, c'est une secte, oui, il y a des vrais soucis liés au fait que c'est sectaire, mais il y a aussi des bienfaits assez fous et en même temps des choses assez dingues que l'humain peut accomplir en communauté, en plein mouvement hippie évidemment. C'est très intéressant, c'est fun et t'as des vrais cliffhangers. J'étais scotché, donc si vous l'avez pas vu, foncez. Si vous voulez prendre une claque en termes de visuel, c'est Notre Planète, hein. Je pense que c'est en termes de narration, en termes d'information, en termes de mise en scène aussi, entre guillemets, parce que c'est une mise en scène des animaux et de la planète, le message par rapport à l'écologie et tout, c'est hors du commun. C'est le documentaire animalier of all time. Sur une télé 4K OLED, c'est incroyablement beau. C'est génialissime. Si vous voulez découvrir la nature et en même temps prendre une claque visuelle, c'est parfait. Et je suis désolé, mais si on parle d'animaux, Tiger King était génial. Rentrer dans la vie de cet homme complètement taré, de sa famille, de ses animaux, de ce concept fou en fait, j'ai rien d'autre mot à dire, c'était quelque chose quand même. Tiger King, c'était un événement qui méritait d'être un événement. Ça arrivait pendant le Covid, je crois. Apparemment, il y a une saison 2, mais j'ai jamais vu. C'est tellement loufoque et incompréhensible que ce soit vrai ce qui se passe. C'est bien foutu. Cliffhanger après cliffhanger, vous allez adorer. Et plus t'avances, plus l'histoire est folle. Les gens étaient à fond dedans et c'est normal parce que c'est trop bien. En fantastique / science-fiction, bah il y a évidemment Stranger Things, hein, c'est la série porte-étendard de Netflix et disons-le, moi je fais pas partie des haters. Je maintiens que c'est l'une des plus grandes séries qu'on ait vues en termes de scénario, en termes de mise en scène, en termes d'acting, ils font un bon travail aussi. Le budget de la dernière saison, ça met une énorme claque et je pense que la 5e sera peut-être la saison la mieux réalisée de l'histoire des séries, ou en tout cas dans cette compétition, parce que vraiment, ils s'améliorent de saison en saison d'après moi. C'est pas toujours parfait, il y a des intrigues qui traînent un peu longueur à certains moments, mais ils ont compris, ils misent tout dessus, ils prennent leur temps. C'est pour ça qu'il y a eu genre 40 épisodes en 10 ans. Je pense pas que la saison 5 va décevoir, vraiment j'y crois, et même si elle déçoit, ça reste l'une des meilleures séries Netflix, et je comprends que sur la série porte-étendard de Netflix vont galérer après, clairement. Mais pour l'instant, c'est exceptionnel. Et je ne ferai pas partie des haters de Stranger Things, je comprends les arguments, mais ça sera pas pour moi, je la recommanderai toujours. Même si encore une fois, elle n'est pas parfaite. Ensuite, il y a l'une des meilleures séries de zombies de tous les temps, si c'est pas la meilleure que moi j'ai vue de ma vie, c'est la série Kingdom, dont personne ne parle malheureusement, et on attend toujours la 3e saison. Il y a eu un spin-off et tout, mais écoutez, c'est une série de zombies en Corée féodale. Que demander de plus? Mais le truc, c'est que même s'il y a ça, le concept est que, contrairement à beaucoup de séries de zombies, The Walking Dead, c'est bien filmé, c'est bien joué, surtout en saison 2. Il y a un budget assez fou, une photo de dingue, c'est impressionnant comme série. Donc si vous l'avez pas vue, c'est d'après moi la meilleure série de zombies de tous les temps, elle mérite le détour. Et une série qui a été malheureusement annulée après une seule saison, classique Netflix, c'est Dark Crystal, un préquel au film des années 80. Incroyable. Ce sont des poupées, vous allez voir des marionnettes pendant 10 épisodes, je crois, de 1 heure chacun, quelque chose comme ça, je sais plus. C'est l'odyssée d'un personnage, un monde fantastique, une mise en scène de malade, un cliffhanger de fin tellement énervant, mais que c'était bien. C'était fantastique, c'était beau, c'était l'une des meilleures séries de fantasy que j'ai vues de ma vie. Oui, c'est des marionnettes, mais c'est tellement bien joué, parce que oui, il y a des acteurs, c'est tellement prenant, ils ont fait un travail de fou, c'était une énorme claque, vraiment. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de saison 2, pour moi, reste l'une des plus grosses tragédies de la plateforme. Est-ce que je recommande quand même son visionnage, même si ça se finit pas vraiment? En vrai, oui, parce que c'est tellement une claque. Est-ce que vous allez sortir frustré? Oui, mais c'est tellement une proposition unique que ça vaut le coup. Celle-ci est un peu particulière parce que c'est à la fois une série Netflix, mais pas trop non plus, parce que c'est Black Mirror qui a été racheté au bout de la 3e saison, si je dis pas de bêtises. À la base, c'était une série britannique Channel 4, maintenant c'est une série américaine / britannique, évidemment, et moi je maintiens que c'est bien. Je maintiens que toutes les saisons sont bien, à différents degrés d'inégalité, hein, disons-le. Il y a des épisodes moins bien, mais c'est un peu le risque avec une anthologie, c'est que tu peux faire tellement tout et n'importe quoi, et la réalité a tellement rattrapé la série, d'ailleurs en plus c'est le créateur qui le dit, hein, c'est même pas moi, que c'est dur d'être impressionnant aujourd'hui. Mais ça reste quand même bien. Il y a des épisodes qui font partie des meilleurs épisodes de l'histoire des séries d'après moi. Donc si vous l'avez pas vu, ça vaut quand même le détour aujourd'hui. N'écoutez pas les haters,
Oui, il y aura des choses un peu moins bien, c'est vrai. En termes de thématiques sur la société, sur notre rapport à la consommation, sur notre rapport à la technologie, sur la manière dont on vit, tout simplement, ça évolue avec son temps, je trouve, mine de rien. Et même s'il force un petit peu avec la formule, ça reste très très bien, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de séries qui se permettent de faire ça. Et ça a tellement changé pour moi le divertissement que maintenant, lorsque tu vois un film avec un concept un peu étrange, tu te dis toujours, ah bah c'est Black Mirror. Parce qu'ils l'ont ou fait avant, ou c'est typiquement le genre de truc qu'ils auraient pu faire. Donc oui, ça vaut encore le coup d'après moi. On arrive dans la catégorie dramatique, et là, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Alors je vais toujours conseiller Narcos. Alors Narcos, oui, et Narcos Mexico. Et je précise que j'ai toujours pas vu la saison 3 de Mexico parce que voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, l'ambiance. Un jour je la finirai, promis, mais ça reste exceptionnel. Narcos, ça va suivre donc au début Pablo Escobar, mais ça va alterner au fur et à mesure des saisons sur différents dealers, différents dirigeants de cartels, et ça va montrer leur rise and fall à chaque fois, et c'est hors du commun. En termes de mise en scène, encore une fois, c'est tellement bien joué. Ça a fait exploser les carrières, encore une fois, Narcos. Hein. C'est hyper divertissant. Il y a un mélange entre guillemets de documentaire, fiction, tout ça, historique. Ça représente plutôt bien l'histoire à certains moments. Il ne faut pas le voir comme un documentaire non plus, hein, mais c'est génial. Ça reste une des séries les plus divertissantes, et vous allez me dire, mais Reg, si t'aimes autant cette série, pourquoi t'as pas vu la dernière saison? J'étais pas dans le mood quand elle est sortie, et je suis toujours pas dans le mood aujourd'hui. Peut-être j'ai pas envie d'arrêter cette belle série. Et tous les gens qui vous diront que Mexico c'est moins bien que Narcos de base, ce sont des menteurs. Mexico c'est excellent. Pour moi, chaque saison est meilleure que la précédente, vraiment. Et vous allez vous prendre claque après claque, c'est génial. Et si on parle de faux documentaires inspirés de la réalité, bah c'est The Crown. Et là, pareil, j'ai toujours pas vu la dernière saison pour les mêmes raisons. J'étais pas dans le mood parce que c'est un mood assez particulier, mais bah évidemment, c'est l'histoire de la reine Elisabeth qui est racontée de sa jeunesse à la fin de sa vie, entre guillemets, en passant par les moments les plus iconiques. Et c'est impressionnant pour les décors, pour les visuels, pour le travail d'acting. Encore une fois, tous les acteurs de The Crown ont percé par la suite, t'as l'impression. Alors, il a déjà une belle carrière, mais il a été relancé par The Crown. C'est un succès planétaire qui est mérité. Et j'en ai rien à battre de la reine. Les monarchies modernes, c'est un truc que je trouve pas du tout intéressant, mais là, j'étais scotché. C'est pas pour rien que c'est l'une des séries les plus populaires de la plateforme, c'est clairement mérité. Et il y a pas mal de mini-séries sympathiques comme When They See Us, qui était vraiment une claque pour beaucoup de personnes, parce que de une, c'est une histoire vraie, ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes noirs aux États-Unis qui sont accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont donc pas commis, et c'est horrible. Entre la police qui les accuse, le temps que certains passent en prison, le tribunal et tout, c'est pas beaucoup d'épisodes, je crois que c'est 3 ou 4 épisodes, c'est dur à regarder, c'est déprimant, mais ça fait ouvrir beaucoup les yeux sur une situation qui arrive de plus en plus, même en France d'ailleurs, hein, ou en Europe, la manière dont les minorités sont traitées par le système en soi, et c'est tragique, c'est terrible, mais c'est bien joué, c'est bien filmé. Les acteurs aussi commencent à percer un petit peu, hein. C'est quelque chose qui résonne malheureusement encore beaucoup aujourd'hui. Si on continue avec les mini-séries, il y a Le Jeu de la Dame, que vous connaissez tous maintenant j'imagine. C'est l'histoire d'une prodigée des échecs qui veut gagner, et pour ça elle va affronter plein de gens, mais du coup ça sera mélangé à des flashbacks d'elle de sa jeunesse, comment elle a vécu, qui elle est, sa personnalité. Je vais pas vous refaire le topo, vous connaissez la série, qui a eu pas mal d'idées aussi je trouve visuelles, qui était vraiment bien jouée, qui a vraiment étonnamment fait percer beaucoup plus que prévu, et beaucoup plus que le cinéma Anya Taylor-Joy. C'est mérité, parce qu'elle était top. C'est une série super divertissante, super bien rythmée, vous l'avez sûrement tous vu, et ça reste d'après moi l'une des meilleures séries Netflix. On continue avec les mini-séries, cette fois-ci côté suédois, avec The Playlist, que je trouve trop bien. The Playlist, c'est l'histoire de Spotify. Comment est-ce qu'ils ont créé Spotify? Encore une fois, c'est évidemment un peu inventé, pas mal de fiction, mais ce qui est vraiment intéressant dans la série, c'est que chaque épisode, je crois qu'il y en a 6, prend le point de vue de quelqu'un d'autre, que ce soit le créateur, le développeur, l'avocate, bref, ça prend un point de vue différent à chaque fois, et ça montre l'entreprise de ces différents points de vue, comment ça détruit les liens humains, ça montre les différents enjeux, les problèmes. C'est vraiment une super mini-série, c'est cool qu'il ait fait en Suède et tout, ça vaut clairement le détour. Si vous l'avez pas vu, vous devriez, parce que pour les gens qui aiment bien les séries d'entreprise, celle-ci vaut le coup. Si on parle d'histoire vraie, encore une fois, plus ou moins, bah, c'est Mon Petit Reine, hein, la série qui a le plus cartonné cette année. Je vous refais le speech rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui est constamment harcelé par une femme et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Du coup, ça va parler de plein de choses sérieuses, évidemment le harcèlement, des agressions sexuelles, l'addiction, la drogue, tout ça, de la manière dont on se recherche dans sa vie. Ça a vraiment fait percer l'acteur qui a vécu ce qui s'est passé dans la série, que ce soit en tant qu'acteur ou scénariste d'ailleurs. C'est super bien rythmé, super intelligent, ça se repose pas sur ses lauriers visuellement non plus, c'est clairement bien. Tout le monde en a beaucoup parlé, mais elle fait partie d'après moi des meilleures séries Netflix et ça fait partie des claques de cette année pour l'instant. Et pour finir les drames, une mini-série en 4 épisodes, c'est Unorthodox. Unorthodox, c'était étonnamment trop bien. C'est l'histoire d'une femme juive qui vit dans une communauté juive, disons-le, assez sectaire. Je sais pas si le terme sectaire est le plus approprié, mais quand tu vois la série, t'as vraiment l'impression que c'est une secte plus qu'autre chose. C'est une juive orthodoxe, ishaïque, si j'ai pas de bêtises, qui est complètement enchaînée par leur religion, disons-le, et elle part de Brooklyn, là où il y a une grosse communauté juive aux États-Unis, à Berlin, où elle redécouvre un peu sa vie, et c'est génial, parce qu'il y a un mélange de son passé, de ce qu'elle vit actuellement. L'actrice joue super bien, d'ailleurs, mais c'est juste un nouveau monde, un peu différent. Le choix de Berlin n'est pas anodin,
pour le coup. C'est une belle œuvre qui est peu manichéenne sur la religion, justement, mais c'est une œuvre très spirituelle, très existentielle aussi, et l'une des meilleures mini-séries d'après moi que vous allez voir. Unorthodox, si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. Maintenant, il y a quelques séries que je pensais étaient des séries Netflix que j'aurais mis dans cette liste, mais que malheureusement j'ai découvert n'étaient pas du tout des séries originales Netflix, mais je vais quand même les citer. Scavenger's Reign, l'une des meilleures séries d'animation que vous allez voir dans votre vie, est passée de Max à Netflix, donc techniquement maintenant c'est une série Netflix, même si à la base c'était une série Max. Giriahaji, c'est trop sous-coté, c'est un peu l'inverse de Tokyo Vice pour ceux qui regardent Tokyo Vice, c'est une mini-série de 8 épisodes, c'est trop bien, vraiment, regardez-la. Le Serpent, c'est génial, voilà, mais pareil, comme Giriahaji, c'est une série BBC britannique, comme aussi Bodyguard, toutes ces séries sont trop bien, regardez-les quand même. Normalement, elles sont disponibles sur Netflix en fonction du pays dans lequel vous êtes. Les séries d'après moi qui ont le potentiel d'être grandes, mais il faudra attendre les prochaines saisons. Le Problème à 3 corps, j'y crois, mais on va voir. Hellbound, une saison 2 a été annoncée, j'avais beaucoup aimé, donc pareil, on croise les doigts. The Gentleman, je pense vraiment qu'elle a ce potentiel, parce que la première saison était vraiment fun. Sandman, la première saison était imparfaite, mais la deuxième peut vraiment relever le niveau. Le Cabinet des Curiosités, je pense pas qu'il y aura un jour une saison 2, ça n'a pas été officiellement annulé, si je dis pas de bêtises. Saison 1 imparfaite, mais il y a le potentiel pour faire de grandes choses si jamais ils font une saison 2. Squid Game, vraiment génial première saison, mais faut voir la deuxième, ça peut très bien se casser la gueule. Et Blue Eye Samurai, première saison vraiment imparfaite aussi, mais fun, assumée et bien foutue, que ce soit en termes d'animation ou de tout le reste, mais tout dépendra de la saison 2 d'après moi. Les séries qui avaient du potentiel mais qui ont été annulées trop vite, en plus de celles que j'ai citées dans cette vidéo, il y en a pas mal. Messiah, moi j'y croyais trop, ça avait l'air trop bien. Ils l'ont annulé, c'est trop triste. I'm Not Okay With This ne méritait pas non plus une annulation, je suis désolé. Et là, on va se la jouer avec des dates, mais 1899 ne méritait pas l'annulation. Il y avait tellement de choses incroyables à explorer. Et la série polonaise d'histoire alternée qui était 1983 finit sur un énorme cliffhanger qui méritait une suite. Quelques mentions honorables tout de même. Je sais, c'est une grosse vidéo, mais j'ai vu beaucoup de séries. Poupée russe, j'ai pas vu la deuxième saison, mais la première a été top. Midnight Gospel, trop bien dans un certain contexte, si vous voyez ce que je veux dire. Castlevania, mortel, même si j'ai pas vu la série spin-off. Alston, trop bien, un rôle sous-coté, d'après moi, de Ewan McGregor. Black Summer, oui, ça reste aussi une meilleure série de zombies que The Walking Dead, en même temps, c'est pas compliqué. Hollywood, aussi un petit peu oublié, mais c'était un super moment. Unbelievable était aussi intéressant dans ses thématiques et assez difficile à regarder, mais c'était bien. How to Sell Drugs Online, même si ça se casse un petit peu la gueule vers la fin, ça reste bien. La série sur Bernard Tapie, ouais, c'était cool, vraiment. Atypical, je crois pas avoir vu la dernière saison, mais en tout cas, c'était pas mal. The End of the Fucking World, c'était bien, rien à redire. Maniac, la série oubliée de Netflix que personne a vue, j'ai l'impression, ou que tout le monde a vu et tout le monde a oublié, mais moi, je l'ai pas oublié, c'était pas mal. Murderville, c'est l'une des comédies les plus fun d'improvisation que j'ai vues sur la plateforme, ça vaut le coup. Afterlife, je la mets là parce que j'ai pas vu la troisième saison et la deuxième saison se répétait déjà, mais un jour, je vais à la troisième, croyez-moi. Et si vous voulez être déprimé, pour le coup, vous avez le documentaire sur Novembre 13, qui était vraiment impressionnant, mine de rien. Et je vais citer aussi des séries qui se sont d'après moi cassé la gueule, qui avaient commencé comme les meilleurs de la plateforme, mais la chute était vraiment fatale. House of Cards, la chute était évidente, mais triste. Ozark, trop déçu. La 4e saison qui était coupée en 2 parties était vraiment nulle. Umbrella Academy, ça commençait tellement bien, mais ça s'est vraiment cassé la gueule. Toutes les séries Marvel, Daredevil, Punisher, Jessica Jones, non, trop dommage. Sex Education, pareil, trop cassé la gueule, même si ça reste sympa. La Casse des Papels avait un potentiel assez fort, mais non, au final. Même si ça reste sympa aussi, disons-le. Et You, pareil, en termes de cassage de gueule, en termes de chute stratosphérique, c'est pas mal. Maintenant, pour citer quelques séries que vous avez conseillées, que moi, ou j'aime pas, ou que j'ai tout simplement pas vu. Cobra Kai, j'ai arrêté. Ça m'a saoulé, mais vous l'avez beaucoup cité. Bodies et Archive 81, c'est vraiment pas pour moi. Alice in Borderland, je sais que vous l'aimez beaucoup. Moi, c'est pas mon délire. Outer Banks, pareil. J'ai essayé, mais c'est plus du tout mon délire. Santa Clarita Diet, ça, j'ai jamais regardé. J'en ai entendu de bonnes choses, mais malheureusement, la série a été trop rapidement annulée. Sense8, alors là, moi, je suis pas fan du tout de Sense8, mais je sais qu'il y a une communauté qui adore cette série, du coup, fallait que je la cite. Pareil pour DOA, moi, j'ai détesté cette série. Vraiment, j'ai trouvé abominable, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent et je comprends, vraiment je comprends, mais c'était pas pour moi. Et je comprends aussi la tristesse de l'annulation qui a énervé beaucoup de personnes. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens citer Big Mouth. Bah ouais, j'ai regardé 1 ou 2 saisons, mais après, voilà, on a fait le tour et ça m'intéresse plus vraiment. Mais bon, vous le savez, si vous connaissez la chaîne, si je bouge un petit peu ma tête, vous savez que ma série préférée Netflix, c'est Dark. Dark, pour moi, reste l'une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps de une. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un enfant qui disparaît dans une petite ville allemande à la frontière avec la France, plus ou moins, mais grosso modo à côté d'une centrale nucléaire. C'est un peu l'ambiance forêt, centrale nucléaire, petite ville allemande. Et ce que vous découvrez par rapport à ces disparitions est dingue. Et quand je dis que c'est l'un des meilleurs castings de tous les temps, croyez-moi, ça l'est. La série a une réputation à être un peu trop compliquée à comprendre pour quelqu'un qui a fait énormément de vidéos sur cette série, pour quelqu'un qui est là depuis le day one. Tout est expliqué à la fin. Pas besoin de faire le psychopathe comme moi, à essayer de tout comprendre, à répondre à plein de questions que vous m'avez posées durant ces nombreuses vidéos. Pas besoin de faire ça. Pas besoin d'aller chercher l'arbre généalogique et tout. Non, pas besoin. Tout est expliqué
expliqué à la fin. Après, si vous voulez faire des recherches supplémentaires, vous pouvez, il y a mes vidéos pour ça. Mais en gros, pour l'ambiance installée qui est unique, la bande originale qui est géniale, les acteurs qui n'ont d'après moi pas assez percé après. Alors oui, il y a le côté, ils sont allemands, c'est plus dur de percer à l'international, mais beaucoup de vrai. L'histoire qui a un payoff de malade, c'est l'une des séries les plus satisfaisantes que vous allez voir. Tu te poses beaucoup de questions durant tout le long, mais une fois que tu as capté le truc, c'est absolument hors du commun. Vous allez vous rappeler des visuels, vous allez vous rappeler de la mise en scène, des nombreux décors, du foreshadowing de malade, et à la fin, vous allez être sur votre cul. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. C'est prenant, c'est divertissant, c'est un peu étrange au début, mais une fois que je crois que l'épisode 4 ou 5, il y a un truc qui se passe, vous allez capter et vous allez être dedans. Après, si vous n'aimez pas les séries de science-fiction, ça va être difficile à conseiller, mais c'est une série que beaucoup de personnes ont aimé, et d'après moi, c'est peut-être la plus grande série Netflix, peut-être la meilleure, ou en tout cas, l'un des meilleurs génériques de tous les temps. Oui, je parle pas que de Netflix, mais des séries. C'est splendide, c'est émouvant, vous allez vous attacher au personnage, l'histoire est vraiment satisfaisante, il y a 3 saisons, ça se regarde bien, vite, ça fait un peu surchauffer le cerveau, mais encore une fois, tout est expliqué à la fin. Et normalement, quand tu fais une série comme ça, qui a cartonné mondialement tout de même, les créateurs auraient dû avoir carte blanche pour tout. Ils l'ont eu avec 1999, qui n'était pas excellent, disons-le, il y avait des problèmes, mais une saison 2 était méritée. Et encore une fois, je suis énervé par rapport à Netflix. Sortir une série comme ça durant la Coupe du Monde, c'était une erreur fatale. Mais bref, Dark, ça reste trop bien, l'une des plus grandes séries de tous les temps d'après moi, et je la conseillerais constamment à tout le monde. Si vous ne l'avez pas vue, vous devez. C'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces séries. Mettez-moi vos séries préférées dans les commentaires si je ne les ai pas citées. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.